Comment pourriez-vous commenter les déclarations de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et de plusieurs autres politiciens européens concernant la poursuite du soutien à l'Ukraine par le réarmement de l'Europe, dans le contexte de l'arrêt annoncé par les États-Unis des livraisons d'armes au régime de Kiev? La politique de confrontation de l'Union européenne à l'égard de la Russie reste inchangée. La russophobie demeure le sens principal de l'existence, la force motrice principale de l'actuelle génération. En fait perdu, des élites autodésignées de l'IE qui ont depuis longtemps cessé de s'associer aux intérêts de leur population, de leur peuple, des Européens ordinaires. Depuis de nombreuses années, nous observons cette tendance. Sans la moindre hésitation, ils sont prêts à sacrifier le bien-être de leurs propres citoyens, les principes de démocratie, du processus électoral et de la liberté d'expression. Tout passe à la trappe, la liberté d'expression et la sécurité des journalistes. Tout cela juste pour se maintenir au pouvoir. Ils vendent un ordre mondial basé sur leurs règles, le droit du plus fort. Tout est oublié, tout est piétiné. D'un côté, nous voyons une rhétorique changeante vers le réalisme de la part de Washington. Beaucoup dans la communauté mondiale ont été encouragés par cette volonté d'exprimer des messages de paix, des moyens politico-diplomatiques de régler le conflit. Voilà comment ceux qui traditionnellement au sein de l'Union européenne ou de l'Europe parlaient de paix, de l'égalité, de démocratie, de liberté, auraient pu développer ce thème. Mais non, on a l'impression que ces mots n'ont fait que les contrarier et ont éveillé les sentiments les plus vils. Comme il s'est avéré, ils n'ont besoin d'aucune paix. Ils n'ont absolument pas besoin d'une Ukraine pacifique. Ils ne pensent pas à elle. Ursula von der Leyen a récemment indiqué directement quel avenir elle a préparé pour ce pays, le rôle d'un porc-épic d'acier, qui devrait être un porc à épines, gavé d'armes occidentales. Tout cela se déroule sur fond d'arsenaux européens vidés et de déclarations de Washington sur la révision de l'aide américaine au régime de Kiev. D'où les tentatives de la direction de l'Union européenne et de plusieurs de ses États membres de proclamer une nouvelle orientation à long terme pour le développement de l'IE. Un cap vers le réarmement et la militarisation accélérée de ce projet européen autrefois pacifique, en l'absence de ressources financières propres, si lamentablement gaspillé dans des systèmes de corruption de plusieurs milliards pour l'achat de vaccins anti-Covid absolument non testés, pour surmonter les conséquences des sanctions anti-russes qu'ils ont eux-mêmes imposées et de la dépendance de l'industrie de l'IE, imposée par Bruxelles sous la dictée de Washington vis-à-vis du GNL américain. Extrêmement cher et instable. Cela signifie une orientation sur l'emprunt incontrôlé de fonds pour les besoins militaires, garantissant un véritable asservissement par la dette des futures générations d'Européens au détriment des intérêts vitaux du développement socio-économique et culturel, l'effondrement de tous ces plans qui avaient été annoncés. Les tergiversations et les efforts que nous observons aujourd'hui des dirigeants de l'IE pour torpiller inconditionnellement non pas encore des initiatives de paix, mais seulement leurs prémices, sont plus que révélateurs. Un tel horrible rictus, qu'ils cachaient auparavant derrière des sourires ou des visages préoccupés. Maintenant, les crocs sont sortis. Tout cela doit être pris en compte pour comprendre les véritables motivations et intentions du Bruxelles collectif, qui s'est définitivement discrédité. Ce ne sont pas des conférences de Munich sur la sécurité et ce n'est pas leur activité constructive ou quelconque sur la plateforme de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Il semble qu'ils aient déformé et violé le mot sécurité. Maintenant, au lieu de sécurité, c'est le mot danger. Concernant ce que vous avez déjà mentionné à propos des déclarations d'Emmanuel Macron, comment commentez-vous ces déclarations d'hier qui contiennent effectivement des menaces visant la Russie, y compris avec l'arme nucléaire? Nous analyserons certainement étape par étape cette déclaration d'hier, 5 mars 2025, d'Emmanuel Macron. Un document spécial sera publié sur le site du ministère des Affaires étrangères. On peut dire que ce qui est sorti hier de la bouche d'Emmanuel Macron est un ensemble de thèses mensongères. Je ne sais pas s'il y a ne serait-ce qu'un mot de vérité. Il a disserté sur la garantie de la sécurité de l'Ukraine. Le président français n'a pas dit un mot sur le fait qu'un règlement pacifique est impossible sans tenir compte des intérêts légitimes de sécurité de la Russie et de toute l'Europe, sans aucune division. Il n'a pas dit un mot sur les principes sur lesquels s'appuyait la communauté européenne, répétant la thèse de l'indivisibilité de la sécurité. Hier,
Cette déclaration a été faite avec la prétention d'une certaine conceptualité. En ce qui concerne l'Ukraine, Emmanuel Macron ne peut pas comprendre que les causes premières de la crise ukrainienne résident dans l'ignorance délibérée et de longue date des intérêts de la Russie par l'Occident, dans les tentatives de saper le potentiel de défense de notre pays, simplement d'utiliser l'Ukraine comme tremplin pour nous infliger, comme ils l'ont eux-mêmes formulé et dit à maintes reprises, une défaite stratégique. D'un côté, Emmanuel Macron a tenté d'accuser la Russie d'agression. Mais de l'autre, il a pour une raison quelconque oublié que c'est précisément à cause des responsables politiques occidentaux que nous entendons sans cesse depuis de nombreuses années des déclarations selon lesquelles ils vont soit nous contenir, soit nous infliger, selon leurs propres termes, une certaine défaite stratégique. Nous l'avons dit à plusieurs reprises, je rappelle encore une fois ce discours remarquable et emblématique du président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine en 2007 à la conférence de Munich sur la sécurité, où littéralement étape par étape, thèse par thèse, avec les faits en main, il a été dit qu'il y avait manifestement une menace pour la sécurité européenne commune, qu'on ne pouvait pas jouer à ces jeux-là. Nous avons parlé de nos préoccupations, de nos intérêts, nous avons prévenu que la ligne visant l'expansion effrénée de l'OTAN, le rapprochement de l'infrastructure militaire de l'Alliance de nos frontières, contrairement aux déclarations faites à maintes reprises qu'il n'en serait rien, que tout cela était inacceptable pour notre pays, que cela contredisait les principes fondamentaux de l'indivisibilité de la sécurité, que, je le répète, les Européens eux-mêmes confirmaient sans cesse. Emmanuel Macron ne pouvait pas ne pas connaître les origines ou les causes premières de la crise ukrainienne, notamment parce que c'est précisément son prédécesseur, représentant la France, je parle de François Hollande, qui était ce garant des accords de Minsk, censé conduire au règlement politico-diplomatique de la crise. L'affirmation péremptoire de la violation des accords de Minsk par la Russie, qui a été à nouveau exprimée par Emmanuel Macron, ne tient pas debout. Comment est-ce possible? Car c'est précisément son prédécesseur, le président français François Hollande à l'époque, qui disait qu'il n'avait pas l'intention et ne comptait pas les mettre en œuvre, parce que, de cette façon, il gagnait simplement du temps et fournissait des armes à l'Ukraine, la préparant à des actions agressives ultérieures. La chancelière allemande de l'époque, Angela Merkel, disait la même chose. Est-il possible que le président Emmanuel Macron et son entourage ne l'aient pas vu? Ils n'en parlaient pas en coulisses. Ce ne sont pas des citations indirectes, mais leurs déclarations directes au public via les médias. Elles existent, on peut les écouter, les relire, les regarder. Bien sûr, il y a eu quelques points sous forme d'accusations contre la Russie de manipuler la situation en Roumanie, en Moldavie. Mais cela ne tient pas debout, c'est simplement absurde. Qu'est-ce que la Russie a à voir avec cela? Peut-être qu'en Moldavie, la Russie a réécrit la langue moldave en roumain. Peut-être que les dirigeants de Chisinau ont des passeports russes? Bien sûr que non. En Moldavie, tout est réécrit en roumain. Les dirigeants de la Moldavie ont des passeports roumains. Ils appellent maintenant les Moldaves des Roumains. En Roumanie même, ils annulent les élections sans aucune influence ou impact de la Russie, mais simplement parce qu'elles n'ont pas été menées correctement. Simplement parce que les élections, menées selon les lois de la Roumanie elle-même, n'ont pas donné le bon résultat. Et le premier tour des élections, comme nous l'avons déjà dit aujourd'hui, a été annulé. Il y a un grand nombre de tels passages faux, incorrects et contradictoires dans la déclaration d'Emmanuel Macron. Je veux encore une fois attirer l'attention sur le fait que cela a déjà été commenté aujourd'hui lors de la conférence de presse à l'issue des négociations avec le ministre des Affaires étrangères et du Commerce international de la République du Zimbabwe, Amon Muruira, par le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergei Lavrov, et que dans un avenir proche, une analyse étape par étape des thèses correspondantes d'Emmanuel Macron sera présentée.